à la QQF maintenant, la question qui fâche. Coup de projecteur cette semaine sur la Coupe d'Afrique des Nations. Un début de compétition qui ne s'est absolument pas passé comme prévu, ou du moins comme on l'imaginait. De véritables surprises, des miracles, mais aussi d'immenses déceptions avec l'élimination des favoris. Le Sénégal, le Maroc, l'Égypte notamment. Un confrère journaliste sport, pour le citer, est surpris d'ailleurs par ces événements. Lâcher un c'est quoi ce bazar? Plus poliment, faut-il y voir une mauvaise concordance des chances ou un fiasco? On en parle avec Adel Bentaha. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Journaliste à SoFoot, vous l'avez suivi avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Cette CAN, j'imagine, avant d'analyser les derniers résultats en première phase de cette compétition, est-ce que vous, en tant que journaliste, vous avez pris plaisir à la suivre, tant c'était finalement ponctué de surprises? Honnêtement, oui. Malgré l'élimination des favoris assez prématurément dans cette compétition, je pense qu'on s'est tous pris d'attache pour les, entre guillemets, petites nations. Je pense au Cap-Vert, à la Guinée équatoriale, même à la Guinée-Conakry qui est encore en lice. Donc oui, ça fait du bien, c'est rafraîchissant pour le football africain et c'est de bon augure pour la suite, pour l'avenir. Ouais, donc on s'épanouit parce que finalement, rien n'est écrit d'avance, rien n'est joué d'avance. On est nombreux à parler de CAN, CAN de surprise finalement, des miracles, on va y revenir aussi. Le sélectionneur de l'équipe de la République démocratique du Congo a lui parlé hier de CAN du travail. On va l'écouter puis je vous fais réagir. Alors, CAN des surprises, je dirais plutôt la CAN du travail. C'est-à-dire que sur les équipes qui sont en quart de finale, sincèrement, c'est tous des belles équipes. On pourra en citer l'Afrique du Sud, l'Angola qu'on a affronté nous 2 fois en match amicaux. Pour nous, ça ne nous surprend pas du tout qu'il soit à ce niveau-là. Ça travaille dans tous les pays, donc ça c'est bien. Ça va tirer le football africain vers le haut. Voilà, une CAN du travail. Donc c'est finalement le travail, la préparation qui a payé, pas seulement la chance? Totalement. Comme le dit monsieur De Sabre, c'est vraiment la CAN du travail. On a l'impression que les favoris sont arrivés avec peut-être un peu trop de certitude, peut-être même un manque d'humilité pour certaines sélections, là où justement les outsiders, elles, ont réussi justement à hausser leur niveau et à montrer qu'elles jouaient crânement leur chance face aux grosses équipes. Il a cité l'exemple de l'Angola, qui a été l'une des équipes les plus séduisantes depuis le début du tournoi, le Cap-Vert que j'ai précédemment cité aussi, ou même la Guinée équatoriale. L'Angola qui a fini par s'incliner ce soir face au Nigeria, mais parce que c'était un géant face à lui. Exactement, c'était le dernier gros, enfin avec la Côte d'Ivoire, c'était le dernier gros favori qui restait, le Nigeria. Donc voilà, je pense que c'est une leçon d'humilité pour toutes ces grosses nations, notamment nord-africaines, pour la CAN à venir en 2025 au Maroc. On va revenir sur ces petites équipes, finalement, sont pas si petites que ça. On va regarder ensemble, si vous voulez bien, Adel, le classement FIFA avec ces nations, les 5 grandes nations du foot éliminées. On va l'analyser ensemble. On va voir d'ailleurs si on peut parler de fiasco aujourd'hui ou de favoris qui passent à la trappe. Le Maroc, vous l'avez évoqué, ultra favori après son parcours brillant au mondial au Qatar. Le Sénégal, tenant du titre. Vous êtes quand même surpris, vous, de les voir évincés? Honnêtement, totalement. Pour l'Algérie, je parlerais même de gros fiasco, puisque là, pour les Algériens, c'est un triple échec successif, après l'élimination au premier tour lors de la dernière CAN, l'absence à la Coupe du Monde 2022, plus là, donc, ce nouvel échec dès le premier tour. Et le Sénégal aussi, c'est une relative surprise, puisque c'est l'équipe qui a fait un sans faute en phase de poule avec 3 victoires en 3 matchs. On s'attendait à ce qu'ils atteignent minimum les demi-finales. Finalement, ils sortent dès les 8e au tir au but en plus. Donc voilà, il y a quand même une part de déception quand on voit que les favoris sont sortis aussi prématurément que ça. Est-ce qu'ils ont péché par orgueil pour certains? Vous parliez tout à l'heure d'humilité versus quoi? Orgueil, grosse tête pour... Je pense que oui, il y a eu un péché d'orgueil d'une certaine manière. C'est trivial à dire. Je pense par exemple à la sélection du Maroc, peut-être, qui a sans doute pensé que jouer une Coupe d'Afrique était équivalent à faire un beau parcours en Coupe du Monde. Mais ce n'est pas du tout la même donnée. En Coupe du Monde, le Maroc était une surprise. Personne ne l'attendait à ce niveau-là. Donc, la sélection a justement pris ses adversaires par surprise, que ce soit l'Espagne, le Portugal, pour arriver en demi-finale. Là, le Maroc était attendu. Et peut-être que... Est-ce que ça les a crispés, du coup, cette pression, quand ils se savent comme ça attendu? Bien sûr que ça crispe, puisque vous vous retrouvez face à des adversaires qui jouent généralement bloc bas, là où cette habitude de jouer très défensif était une habitude du Maroc en Coupe du Monde. Le Maroc est une équipe qui a joué très défensif en Coupe du Monde et qui ensuite a procédé par contre pour piéger ses adversaires. Là, le piège s'est un peu retourné face à eux, notamment face à l'Afrique du Sud. Donc voilà, il y a peut-être eu un péché d'orgueil et de certitude pour ces grosses nations-là. Et pourtant, le coach a fait preuve de beaucoup d'humilité. Il assume entièrement. On va l'écouter, Walid Regragui, on se reparle.
J'ai dit, j'ai échoué, Lyon. C'est mon échec, c'est pas celle des joueurs. On a un bon effectif. La fédération nous a donné les moyens. Jomorja, vous êtes venus. On a échoué. On va réfléchir et on va avancer. Mais c'est pas la fin du monde. Britiola ma Britioche. On n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'équipes favorites, les Khorjo. On va revenir plus fort, même si ça fait longtemps qu'on attend. Mais cette équipe, elle se construit. Il y a beaucoup de jeunes. Je suis sûr qu'ils gagneront la Coupe d'Afrique à l'avenir, Inch'Allah. Mais en tout cas, j'espère qu'ils auront appris aujourd'hui. Voilà, il assume totalement, qu'il s'exprime en français, en dalija aussi, en même temps le dialecte marocain, pour être compris de tous. C'est inédit, ça, qu'un coach assume complètement la responsabilité de l'échec, parce que c'est quand même Achraf Hakimi qui l'a loupé, le fameux penalty. Exactement. Bon, on ne va pas en vouloir à Achraf Hakimi, un penalty, tous les grands joueurs ont loupé des penalties, mais c'est pas inédit, mais c'est très louable de sa part d'assumer justement cette part d'échec pour protéger ses joueurs. Le Maroc a un jeune effectif, donc voilà, c'est honorable de sa part de protéger ses joueurs. Là où d'autres sélectionneurs ne l'ont pas fait, je pense malheureusement, je suis supporter de l'équipe d'Algérie, donc je pense à Djamel Belmadi qui a trouvé pas mal d'excuses pour justifier les récents échecs algériens. Donc voilà, c'est honorable pour Walid Regragui. Je sais qu'il aurait potentiellement annoncé sa démission, mais la fédération marocaine ne voudrait pas le lâcher. Pour ma part, ça serait une erreur qui parte après un accident finalement. C'est voilà, sortir en huitième de finale, il y a pire. Donc voilà, je pense que pour l'avenir, ces gifles successives reçues par ces grosses nations africaines vont servir vraiment de leçon pour arriver en Coupe d'Afrique avec un peu plus d'humilité, un peu plus de sérieux dans la préparation. Est-ce que la cadence de certains joueurs qui n'ont pas forcément peut-être eu le même temps de repos les uns les autres, ça peut aussi expliquer pour certains l'échec? Ça peut, c'est-à-dire que le changement climatique, l'état des pelouses, etc., chaud, le taux d'humidité qui se situe entre 60 et 80% en Côte d'Ivoire peut jouer. Mais ces joueurs-là, une majeure partie jouent dans les grands clubs et donc sont habitués à un rythme de jouer tous les 2 ou 3 jours avec l'enchaînement championnat ou Coupe européenne. Donc on ne peut pas vraiment on peut pas leur excuser ça. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de ce rythme-là intense. En dehors donc, des conditions climatiques, les joueurs ont l'habitude de ce rythme-là. Donc la question à se poser, c'est au niveau de la préparation. Est-ce que les différentes sélections, les différentes fédérations ont bien préparé leur Coupe d'Afrique? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça peut aussi relever de la question de la composition de l'équipe? Bien sûr. Pour citer l'exemple de l'équipe d'Algérie, par exemple, on a Djamel Belmadi qui a réalisé ses 2 matchs de préparation, donc face au Togo et face au Burundi, avec une équipe type, et qui, arrivé à la CAN, a changé 3 fois en 3 matchs de joueurs, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque. Donc voilà, forcément, vous perturbez vos joueurs, vous ne mettez pas en place une dynamique de travail, et forcément, ça perturbe tout le monde. Et pour les adversaires, c'est beaucoup plus facile d'évoluer dans ce flou-là. Alors qu'à contrario, je crois que les Sud-Africains jouent presque tous dans le même club. C'est ça, face au Maroc, 9 joueurs sur 11 qui ont été alignés par Hugo Broos, le sélectionneur sud-africain, jouent au Mamelodi Sundowns, donc qui est la grosse équipe sud-africaine. Ça aide. Forcément, au niveau des automatismes, mais bien sûr. Et on l'a vu d'ailleurs face au Maroc en 8e de finale. Le miracle ivoirien, je voudrais qu'on en parle, parce que là, les Ivoiriens, est-ce que... Bon, alors c'est le pays hôte, il y a quand même une énorme pression, peut-être aussi ce sentiment de devoir être à la hauteur. C'est une nation, nous le disait Cédric Ferreira dans un autre direct, que c'était un pays vraiment amoureux du foot, ça il l'a senti. Donc il y a eu des supporters très sévères avec cette équipe, mais bon, qui s'en sort in extremis. Là, la Côte d'Ivoire, on a affaire à des éléphants morts-vivants, j'ai envie de dire. Ils reviennent d'entre les morts. Donc le réveil des éléphants, on peut dire ça? C'est le réveil complet des éléphants. Et franchement, c'est assez bluffant de voir justement, on parlait d'orgueil tout à l'heure, là, leur réaction d'orgueil à ces joueurs ivoiriens, menée par un homme qu'on n'attendait pas du tout, à savoir le sélectionneur intérimaire Emers Faé, qui était adjoint de Jean-Louis Gasset, le sélectionneur principal, limogé en cours de compétition. Donc là, je pense que pour les Ivoiriens, c'est limite bénéfique de revenir d'entre les morts pour filer la métaphore, sur cette métaphore-là, puisqu'il n'y a plus de pression psychologique. Ils auraient dû sortir dès le premier tour, après une piteuse défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale. Là, ils se retrouvent en quart de finale face au Mali, avec beaucoup de chances de poursuivre la compétition et pourquoi pas d'aller au bout. Donc, niveau psychologique, il y a zéro pression. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que coaché par Gasset, c'était pas forcément l'idéal. Et avec Faé, c'est une équipe qui se réveille, qui donne tout. Généralement, les entraîneurs adjoints, que ce soit en club ou en sélection, sont plus proches des joueurs que les entraîneurs principaux. Donc forcément, en voyant arriver Emers Faé, les joueurs se sont peut-être dit on va jouer entre guillemets, avec de gros guillemets bien sûr, on va jouer pour notre pote. Donc forcément, ça crée une cohésion et comme je l'ai dit, ça décompresse psychologiquement. Emers Faé aussi, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un ancien international, ancien joueur professionnel, ancien international, 42 sélections avec la Côte d'Ivoire. Donc lui a disputé 3 Coupes d'Afrique des Nations, donc lui sait comment
manager et sait comment gérer ce type de compétition. Et on espère que pour les éléphants, ça fonctionnera jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a une différence à faire, Adel, entre les coachs nationaux, par exemple Faye qui a donc joué en sélection plus de 40 fois en Côte d'Ivoire, est-ce que le rapport est différent? Est-ce que l'entente est différente? Pas forcément. Bien sûr, je dirais que oui quand même, puisque ces sélectionneurs-là, donc ils sont originaires des pays où ils entraînent, forcément connaissent le mode de fonctionnement, connaissent même, j'irais même jusqu'à dire, connaissent la mentalité locale. En 2018, Jamel Belmadi arrive à la tête de l'Algérie. En 2019, il gagne la CAN. En 2020 ou 2021, Walid El-Regragui arrive à la tête du Maroc. Le Maroc fait une demi de Coupe du Monde. Aliou Cissé, pareil, qui arrive récemment et qui fait gagner le Sénégal. Là, avec Emers Faé, c'est aussi la même chose. Voilà, il y a une sorte de dynamique qui se crée et de dynamique naturelle, en fait, puisqu'on sait comment fonctionne le pays, on sait comment marchent les joueurs, etc. Donc, c'est toujours bénéfique. Ça rassure tout le monde. Exactement. L'enseignement aussi de cette CAN, c'est qu'il y a une progression de ce qu'on appelle le foot africain. Totalement, absolument. Je veux dire, depuis le passage de la Coupe d'Afrique des Nations à 24 nations, donc en 2019 en Égypte, on sent que vraiment les nations qui étaient déconsidérées auparavant ont vraiment franchi un cap à ce niveau-là. Je pense aux Comores lors de la dernière CAN qui est arrivée en huitième de finale avec un effectif décimé mais qui a réussi à faire honneur à son pays et qui aujourd'hui s'est stabilisé à un très bon niveau en Afrique. La Mauritanie, pareil, qui a réussi à se qualifier à remporter son premier match de Coupe d'Afrique. Il le cru. Exactement. Le Cap-Vert, la Guinée équatoriale aussi, l'Angola, bref, ça ne fait ça ne permet que d'augmenter le niveau. Parce que c'est aussi des joueurs qui sont essentiellement formés en Europe? Pas forcément. Le staff? En fait, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que vous avez des joueurs qui sont formés en Europe et justement qui se révèlent à travers la sélection nationale et qui donc prennent un niveau supplémentaire puisque évoluer avec sa sélection, forcément, ça vous fait progresser de 2 années quasiment. En une édition de CAN, vous prenez 2 années d'expérience. Et de l'autre, vous avez des joueurs qui évoluent en Afrique et qui, eux, justement, peuvent se faire repérer grâce à un tournoi comme la Coupe d'Afrique des Nations pour ensuite lancer leur carrière. Donc, c'est une balance de ces deux éléments-là. J'ai 5 secondes avant de vous libérer, avant de libérer l'antenne. Pronostic, vous êtes obligé. C'est qui le vainqueur de cette Je vais me mouiller. Pourtant, ce n'était pas du tout mon favori au départ, mais je dirais le Nigeria. Vu comment ils sont partis, je ne vois pas qui peut les arrêter. Mais je suis sûr que je vais me tromper. Donc... Prends les paris. Merci beaucoup, Adel Benta, journaliste à SoFoot. Merci à vous. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.